Le 22 janvier 1978, Paolo Violi est abattu, victime d'un guet-apens. On s'est montré sans pitié pour ce parrain controversé qui avait trôné au sommet de la hiérarchie de la mafia montréalaise. Paolo Violi joue aux cartes avec 3 autres joueurs. Est entré un homme masqué avec une carabine et lui a tiré un coup de chevrotine derrière l'oreille. Paolo Violi est tombé de sa chaise et est mort sur le coup. Cette exécution marque le point culminant d'une lutte entre 2 clans rivaux de la mafia montréalaise. Celui des Calabrais et celui des Siciliens. Déjà, la rumeur circulait dans le milieu à l'effet que les jours de Violi étaient comptés, que le conflit qui avait cours s'était envenimé et que maintenant c'était devenu une lutte à finir. Les ennemis de Paolo Violi auront accordé une dernière marque de respect au parrain, l'opportunité de mourir en homme d'honneur. Moi, je soupçonne qu'il savait peut-être que son heure était venue. C'est des valeurs extrêmement bien ancrées chez les mafieux que d'aller dénoncer quelqu'un qui a voulu vous tuer. C'est bien pire faire ça que d'être tué. Le 22 janvier 1978, quelques heures seulement avant l'assassinat de Paolo Violi, un groupe de mafiosos montréalais se réunit dans le plus grand des secrets. La discrétion s'impose lorsque l'on trame un complot meurtrier, surtout quand la cible est celui qui, il n'y a pas si longtemps, était le plus craint d'entre eux. Paolo Violi est né en 1931 à Sinopoli. C'est un petit village du sud de l'Italie. Son père, Domenico, est considéré comme un des chefs locaux de la 'Ndrangheta, qui est l'organisation criminelle calabraise. Et lui-même, Paolo Violi, dès l'âge de 16 ans, est cité dans un rapport des autorités policières italiennes comme étant un jeune homme prêt à faire n'importe quoi, avec une propension à la violence et très impulsif. En 1951, à 20 ans, Paolo Violi quitte son pays pour le Canada, où sa réputation ne l'a pas précédé. Il espère trouver en Amérique des conditions de vie supérieures à ce que lui offre l'Italie de l'après-guerre. Paolo Violi était un Calabrais. Les Calabrais, eux autres, la plupart ont immigré en Ontario. Donc, c'est pour ça que Paolo Violi s'est retrouvé en Ontario, lui. Parce qu'il y avait peu de perspectives d'avenir, disons, en Italie pour les jeunes mafieux. 4 ans après son arrivée au pays, Paolo Violi a de sérieux ennuis avec la justice. Peu de temps après son arrivée, il a été accusé de meurtre. Ce qu'on a pu comprendre à la fois de son témoignage et des événements qu'a pu retracer la police de Toronto à l'époque. Il rencontre un autre jeune Calabrais qui s'appelle Brigante. Il y a une altercation qui commence entre les 2 hommes, prétendument à cause d'une femme, mais on ne sait pas trop. Et au cours de cette altercation, Brigante donne un coup de couteau à Paolo Violi, juste en dessous du cœur. Violi, lui, sort son arme et tue Brigante. Alors, il a été accusé de meurtre, donc dès l'âge de 20 ans. Mais il a pu montrer sa cicatrice, sa blessure, et puis être acquitté pour légitime défense. En fait, on pense qu'assassiner Brigante, c'était une commande. En fait, on pense qu'il remplissait un contrat
Et le fait d'avoir rempli ce contrat, ça a fait en sorte qu'il a pu tout de suite prendre du galon dans l'organisation criminelle italienne de Toronto de l'époque. Un an après son acquittement, Paolo Violi obtient la citoyenneté canadienne. On le retrouve à Hamilton, là où sévit le chef de la mafia calabraise en Ontario, Giacomo Lupino, l'un des caïds les plus influents du crime organisé canadien. Violi se lie d'amitié avec ses fils et courtise sa fille, Grazia. En 1963, Paolo Violi s'installe à Montréal où le calabrais Vic Cotroni dirige la cellule la plus prospère au pays. Grand ami de Lupino, son homologue d'Hamilton, Cotroni fait de la place à ce jeune criminel ambitieux. Paolo Violi, à son arrivée à Montréal, s'est installé à Saint-Léonard. Il a ouvert un petit café qui s'appelle le Reggio Bar. Il en a fait son quartier général. Et en annexe de ce petit café-là, il y avait une crèmerie. Il vendait de la crème glacée. À ce moment-là, le Saint-Léonard, c'était vraiment le fief de la communauté italienne. Et puis, c'était un développement en pleine explosion. Par le chantage et les menaces, Paolo Violi s'assure du succès de son entreprise. Et il ne se limite pas à la vente de crème glacée. À partir du Reggio Bar, Violi étend son contrôle sur toute l'activité économique de son quartier. En apparence, c'est un petit commerce bien sympathique, mais les activités importantes se déroulent à l'arrière. Et c'est là que se tiennent des rencontres entre les responsables de la mafia. Violi va rapidement étendre son influence à Saint-Léonard à partir de là et même être considéré comme le roi de Saint-Léonard. Il a son propre réseau de malfaiteurs et il va se mettre à taxer, entre guillemets, les commerçants de Saint-Léonard, essentiellement les commerçants de la communauté italienne. Le racket de protection, là, le fameux pizzo qu'on appelle, c'est qu'on rançonne les commerçants d'une communauté. Puis Violi, c'était une de ses spécialités, ça, c'était le point fort. D'autant plus que le racket de protection, c'est la base de l'économie de la mafia. Disons que Paolo Violi s'est imposé beaucoup par l'intimidation et la violence alors qu'il prenait du galon là, au sein de la mafia. Alors que Paolo Violi monte en grade, une lutte de pouvoir s'est amorcée en coulisses au sein de la mafia montréalaise. Le conflit va bientôt s'étaler au grand jour. À l'arrivée de Paolo Violi en 1963, à Montréal, il y avait les Calabrais et les Siciliens, mais ils faisaient tous partie d'un même clan, dirigé par Vic Cotroni. Et à l'intérieur du clan de Vic Cotroni des Calabrais, il y avait une branche sicilienne. Cotroni, c'est lui qui est le chef de la mafia à Montréal. Puis Montréal, au plan mafieux, est déjà le siège social de la mafia canadienne. Vic Cotroni est un Calabrais et il est déjà dans une situation de rivalité avec les Rizzuto, qui sont des Siciliens. La famille Rizzuto est dirigée par Niccolo, un mafioso ambitieux qui, peu à peu, s'est imposé comme le membre le plus influent du clan des Siciliens. Il n'est pas d'accord avec les façons de faire des Calabrais qu'il juge dépassées. Pour lui, Paolo Violi est un criminel sans envergure. Mais Violi a les faveurs du parrain Vic Cotroni, dont Rizzuto reconnaît l'autorité, pour le moment. Pour Cotroni, de voir ce jeune mafieux calabrais qui a des bonnes assises dans la Ndrangheta, qui a des bonnes relations tant en Italie qu'en Ontario, ça devient quelque chose qui est très utile pour lui. Et il va nommer Violi comme son bras droit. Paolo Violi a droit à tous les égards de Vic Cotroni. Le patron de la mafia montréalaise acceptera même d'être garçon d'honneur à son mariage et d'être le parrain de son premier enfant. Je crois qu'il s'est développé une espèce de relation père-fils entre Vic Cotroni et Paolo Violi, parce que finalement, Vic Cotroni n'avait pas d'enfant qui était en mesure éventuellement de suivre ses traces d'une certaine façon entre Calabrais. Il a pris sous son aile Paolo Violi et ses frères.
Paolo Violi n'est pas le seul de sa famille à s'être établi à Montréal. Ses frères Francesco et Rocco l'ont suivi et marchent dans ses traces. Mais ils n'ont pas son envergure. Les policiers qui surveillaient l'organisation Cotroni se sont rendus compte de l'influence de Violi allait en augmentant. Et avec les années, on a pensé que c'était comme le successeur éventuel de Cotroni. Vic Cotroni, quand sa santé s'est mise vraiment à décliner, il était clair qu'il fallait déjà penser à quelqu'un pour lui succéder. Et Paolo Violi se voyait vraiment comme le successeur de Vic Cotroni. Paolo Violi n'aura pas la partie facile. Il ira même défendre son point de vue à New York auprès de la famille Bonanno, qui tire les ficelles à Montréal. Et il va même demander et essayer d'avoir l'autorisation de New York, c'est-à-dire de la famille Bonanno, pour éliminer Nick Rizzuto, puis éliminer les Siciliens qui le menaçaient. Après le règne du parrain respecté Vic Cotroni, un conflit s'annonce entre deux factions de la mafia montréalaise. Le Calabré Paolo Violi, le successeur naturel de Cotroni, n'aime pas du tout voir son autorité contestée par Niccolo Rizzuto, le chef du clan sicilien. Violi était très menaçant pour Nick Rizzuto. Rizzuto a bien senti qu'il risquait d'être éliminé. Il voyait bien toutes les démarches que faisait Violi pour l'expulser finalement de la mafia montréalaise. La guerre que s'apprêtent à se livrer les deux hommes sera sans pitié. Au tournant des années 70, plusieurs voient en Paolo Violi le successeur naturel du parrain montréalais Vic Cotroni. Son ascension a été fulgurante. Il arrive au pays à l'âge de 20 ans. Il est tout d'abord acquitté du meurtre d'un autre mafiosi en Ontario. Il gravite par la suite autour d'une famille puissante d'Hamilton, avant de venir s'installer à Montréal avec ses deux frères. On les retrouve auprès de la garde rapprochée de Vic Cotroni, le chef de la mafia montréalaise. Paolo Violi monte rapidement en grade, si bien qu'au tournant de la décennie, il apparaît comme le successeur de Vic Cotroni. Mais cette éventualité est loin de faire l'unanimité au sein de la Familia, qui réunit Calabrais et Siciliens, des frères ennemis. Quand les Violi sont installés à Montréal, il y avait déjà les Rizzuto, qui étaient des Siciliens. Il s'est développé peu à peu une rivalité parce que, disons que Violi était très autoritaire et chez les Rizzuto, il y avait une espèce de volonté d'indépendance, puis je crois qu'ils étaient très traditionnalistes dans la mesure où ils considéraient que c'était déjà une hérésie d'avoir un nom sicilien à la tête de l'organisation de la branche montréalaise de la famille Bonanno. Et pour eux, normalement, ça aurait dû être un Sicilien. Niccolo Rizzuto, lui, c'est un Sicilien natif de Cattolica Eraclea, un petit village de la Sicile. Il est arrivé à Montréal en 1954 avec sa femme et ses deux enfants, dont Vito Rizzuto, qu'on va entendre souvent parler par la suite. Les Cotroni étaient beaucoup plus actifs dans le pari illégal, la prostitution, etc. Les Rizzuto arrivent, eux, ils veulent moderniser ou, disons, enrichir rapidement la mafia. Et Nick Rizzuto trouve que ça bouge pas assez à Montréal, puis il veut finalement prendre la succession de Cotroni. Le clan Rizzuto, c'est vraiment typique de la mafia moderne. C'est l'importation de drogue en quantité industrielle et le blanchiment d'argent à travers de réseaux complexes de banques et d'entreprises légitimes. Paolo Violi, lui, était plus de la mafia traditionnelle. Paolo Violi et Niccolo Rizzuto évoluent tous les deux sous l'autorité du parrain Vic Cotroni. Mais la tension entre eux est évidente. Violi reproche à Rizzuto de tout faire sans le consulter et ne supporte pas qu'il voyage partout dans le monde pour solidifier son réseau de trafic de stupéfiants sans l'en tenir informé. Entre Niccolo Rizzuto et Paolo Violi, le conflit s'envenime. Paolo Violi, à ce moment-là, lui, il met la tête à prix de Niccolo Rizzuto. Violi était très menaçant pour Nick Rizzuto.
Rizzuto a bien senti qu'il risquait d'être éliminé. Il voyait bien toutes les démarches que faisait Violi pour l'expulser finalement de la mafia montréalaise. Et à un moment donné, le conflit a été tel que les Rizzuto ont senti le besoin de quitter Montréal pendant un certain nombre d'années. Ils sont allés s'installer au Venezuela. Après le départ de Niccolo Rizzuto pour le Venezuela, des ennuis d'un tout autre ordre attendent Paolo Violi. En décembre 1970, un électricien qui dit venir de l'Ontario et s'appelait Bob Wilson se présente au Reggio Bar. Violi a un appartement à louer juste au-dessus. Paolo Violi, méfiant, examine le visiteur sous toutes ses coutures, lui fait subir un interrogatoire serré, puis consent finalement à lui faire signer un bail. Ce Bob Wilson est en fait un policier montréalais du nom de Robert Ménard. Ses collègues vont bientôt truffer de micros les locaux où évoluent Violi et son entourage et prendre connaissance des dessous du crime organisé montréalais. Au fil des mois, les deux hommes fraternisent. Ils partagent certaines opinions politiques, tous deux ayant le Parti québécois en horreur. C'est en 1975 que la supercherie sera étalée au grand jour. À la mi-novembre de cette année-là est instituée la SECO, la commission d'enquête sur le crime organisé. L'objectif de la SECO est de mener au démantèlement des principaux réseaux de drogue, du jeu et de la prostitution au Québec. La mafia italienne est visée par cette enquête et la série d'audiences consacrée au clan Cotroni s'avérera la plus spectaculaire de toute l'histoire de la commission. Elle s'ouvre sur un coup de théâtre. On apprend que Paolo Violi s'est fait piéger comme un amateur par le policier Robert Ménard. Avec les révélations des écoutes électroniques, on avait la preuve, un, que la mafia existait, deux, comment l'organisation Montréal fonctionnait, quelle était sa hiérarchie, quels étaient les personnages en autorité, comment s'exerçait cette autorité-là, comment s'établissaient aussi les relations avec les autres organisations criminelles ou les caïds qui étaient dans leur environnement. Tout ça était révélé au grand jour. Plusieurs victimes de Paolo Violi viennent témoigner à la commission d'enquête. On apprend la cruauté du personnage, son intransigeance. C'est un personnage violent, c'est un personnage erratique, c'est un personnage qui n'a pas de classe. Vous êtes une victime de certaines gens. Pourquoi avez-vous peur aujourd'hui? Ce sont des menaces qui disent qu'il m'aurait coupé des jambes, pas de ça. Vous savez, les menaces, vous savez aussi. Qu'on aurait coupé quoi? Des jambes. On vous menaçait de vous couper les jambes? Oui. La SECO avait révélé un paquet de travers de Paolo Violi. Son peu d'envergure, sa vision de la mafia qui était étroite et surtout la haine qu'il vouait aux Siciliens. Il n'arrêtait pas, sur l'écoute électronique, de déblatérer contre les Siciliens et Niccolo Rizzuto. Un commentateur écrira que Violi apparaît comme un petit chef de pègre de quartier, incroyablement borné, cruel, inefficace et usant de méthodes artisanales. Comme pour appuyer ses dires, la SECO fait entendre une conversation téléphonique entre Cotroni et Violi. Celui-ci raconte qu'un certain Pierre Lacerte a osé proférer des menaces de mort à son endroit dans un restaurant montréalais. Blessé dans son orgueil, Violi raconte sa vengeance. À la mi-août 1973, à la faveur de la nuit, il s'est introduit chez Lacerte et lui a tiré 3 balles à la tête. Lacerte s'en tirera. Violi apparaît alors à la face du monde comme un tueur peu efficace. On voudrait que vous collaboriez avec nous. Cette façon de faire de Violi n'est pas une surprise pour Jean-Pierre Charbonneau, qui à cette époque couvrait les affaires policières au quotidien Le Devoir et menait une véritable croisade contre l'organisation Cotroni-Violi. Le 1er mai 1973, à 9h20 le soir, on me demande à la porte d'entrée de la salle de rédaction. Je me présente, il y a un individu qui dit « Charbonneau ». Je dis « Oui, c'est moi ». Il dit « Bouge pas ». Puis il me tire 3 balles à bout portant. Et après ça, il s'est enfui. Et moi, j'ai réalisé que je venais de me faire tirer, mais en même temps que j'étais vivant, qu'il m'avait raté d'une certaine façon. Et
Mais la peur s'est installée chez moi quand j'ai recommencé à travailler. Puis quand tu mets la clé de contact dans ta voiture le soir, puis tu te demandes si ça va pas sauter, ou que tu te demandes s'ils vont pas essayer de finir le travail qui a été bâclé ou mal fait. À peu près un an plus tard, toujours à la commission d'enquête sur le crime organisé, je vois arriver un jeune homme et immédiatement, j'ai une espèce de sensation. J'ai l'impression que c'est lui qui m'a tiré dessus. Après avoir entendu les raisons... Un an après la tentative d'assassinat, la commission d'enquête appelle à la barre Tony Mucci, un homme de main du clan Cotroni que l'on veut faire témoigner. Tony Mucci, c'est un jeune qui aspirait à devenir un caïd important. Vous ne connaissiez pas Charbonneau, vous m'avez dit ça. Pourquoi aller le tirer? Une folerie, c'est tout. Bon, écoutez, là, vous ne le connaissez pas? Non. Vous êtes parti de chez vous tout d'un coup pour décider... Pourquoi avoir choisi Charbonneau, d'abord? Si ça n'avait pas été Charbonneau, ça aurait été un autre. Ah, mais vous l'avez pas tiré dans la rue, ça. Quand je l'ai vu arriver comme garde du corps de Paolo Violi, ça faisait aussi la démonstration que mon attentat, c'était une opération qui avait été commandée par des dirigeants de l'organisation. À l'automne 1975, les commissaires de la SECO veulent entendre Paolo Violi, surnommé le Seigneur de Saint-Léonard, jusque-là demeuré introuvable. Il est finalement arrêté à Toronto et comparé le 2 décembre 1975. Il ne refuse pas de témoigner, déclare-t-il, mais il n'a rien à dire. This commission order you to testify. I don't say I refuse. You don't say you refuse, but you don't testify. Il est condamné à 1 an de prison pour outrage à magistrat. Mr. Violi, this commission finds you guilty of contempt and sentence you to 12 months in jail. Paolo Violi s'est fait piéger comme un amateur par le policier Robert Ménard. De plus, la SECO a exposé des agissements déplorables de sa part. Il est maintenant un homme marqué. Si le passage de Paolo Violi à la SECO a affaibli considérablement son prestige au sein de la mafia, son séjour derrière les barreaux ne jouera pas non plus en sa faveur. Le clan des Siciliens, mené par Niccolo Rizzuto, en profitera pour consolider son autorité sur la mafia montréalaise. Les Calabrais vont jouer les seconds rôles, et les nouveaux maîtres ont bien l'intention d'éliminer tous les obstacles qui pourraient se dresser devant eux. Déjà, la rumeur circulait dans le milieu à l'effet que les jours de Violi étaient comptés, que le conflit qui avait cours entre les Rizzuto et les Violi s'était envenimé et que maintenant c'était devenu une lutte à finir. Au tournant des années 1970, Paolo Violi est considéré comme le dauphin de Vic Cotroni, le parrain de la mafia montréalaise. Procédez. Mais en décembre 1975, Violi comparaît devant la commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO. On découvre alors qu'il a été berné par un policier de l'anti-gang et qu'on a truffé de micros sa base d'opération, le Regio Bar. La diffusion des enregistrements devant la commission démontre que Paolo Violi est un petit chef de pègre de quartier cruel et inefficace. Parce qu'il a refusé de témoigner devant les commissaires, Violi écope d'1 an de prison. You have anything to add, Mr. Hébert or Mr. Violi? This commission finds you guilty of contempt and sentence you to 12 months in jail. Tous les observateurs estiment que ces bévues, exposées au grand jour, vont lui coûter la vie. Paolo Violi est derrière les barreaux depuis une dizaine de mois quand survient le premier signe du sort qui l'attend. Le 8 février 1977, Francesco, son frère cadet, est dans les bureaux de la Violi Importing and Distributing. Les deux frères ont fondé cette entreprise spécialisée dans la vente de produits destinés. Francesco Violi y est abattu de 2 décharges de fusil. Le message est on ne peut plus clair. Le pouvoir mafieux est en train de basculer à Montréal
et les Siciliens sont en voie de supplanter les Calabrais. Les obsèques de Francesco Violi sont une autre douche froide pour le clan calabrais. Un an auparavant, Pietro Ciara, le plus proche conseiller de Vic Cotroni, a lui aussi été assassiné devant un cinéma où, ironie du sort, il venait tout juste d'y voir la suite du film Le Parrain. Il n'y a pas si longtemps, personne n'aurait osé s'en prendre à un membre influent du clan calabrais. Mais les temps ont changé et Paolo Violi le sait mieux que quiconque. À sa sortie de prison, Paolo Violi est conscient que sa tête est mise à prix parce que le conflit est déjà engagé. Là. Il y a déjà de ces hommes qui ont été tués. Il décide de vendre son Radio Bar. Il vend ça à des Siciliens, mais il reste à la tête du clan calabrais à Montréal. Les policiers montréalais ne sont pas sans savoir que la tête de Violi a été mise à prix par ses ennemis au sein de la mafia. Des informateurs leur ont affirmé que la valeur du contrat est de 50 000 $. La police est allée voir Paolo Violi à sa sortie de prison pour lui dire « Écoute, tu devrais peut-être collaborer, là, t'es fait. » Paolo Violi, c'est un mafieux jusque dans les tripes et il a toujours refusé de collaborer avec la police. C'est un homme d'honneur, il va mourir en homme d'honneur. Vic Cotroni ne peut rien faire pour Paolo Violi pour la simple et unique raison qu'il est vieillissant, qu'il est malade. Et en même temps, il sait que les Siciliens ont le vent dans les voiles, puis aussi que Paolo Violi a pris de très mauvaises décisions dans le conflit qui les opposait aux Siciliens. Il ne fait aucun doute dans l'esprit des policiers que Paolo Violi va éventuellement tomber, victime de la lutte de pouvoir qui sévit au sein de la mafia montréalaise. Leurs appréhensions seront bientôt confirmées et ils vont prendre connaissance de l'imminence du danger quelques semaines avant la date fatidique. La police a eu vent du projet d'assassinat de Paolo Violi après qu'un citoyen eut découvert une fourgonnette dans le centre commercial L'Angelier, pas très loin du Radio Bar. Dans la camionnette, il y avait des masques, des armes. Puis là, la police a commencé à faire son enquête et c'est là qu'ils ont découvert que cette camionnette-là avait été placée là par des mafieux siciliens du clan Rizzuto pour assassiner Paolo Violi. Les policiers ont vu des individus venir prendre la camionnette à un moment donné et faire une petite tournée de reconnaissance autour du Radio Bar, entre autres. Et on dit, bon, ben le procès est sérieux, donc ils ont continué la filature pendant plusieurs semaines. Les policiers en viennent à avoir certains individus siciliens à l'œil. Ils les épient sans relâche, les voient se réunir ici et là, mais la filature ne débouche sur rien de concluant. À la fin janvier 1978, ça faisait déjà 3 semaines que la filature perdurait et ne donnait rien. Comme maintenant, la police est soucieuse de ne pas payer trop de temps supplémentaire, puis ils ont décidé à la veille du week-end que finalement ça coûtait cher puis ça rapportait rien. Alors ils ont suspendu la filature et c'est justement à ce moment-là que Violi va être assassiné. Le dimanche 22 janvier 1978, Paolo Violi est chez lui avec sa femme et ses enfants quand il reçoit un appel inusité. On l'invite à se rendre au Reggio Bar, maintenant devenu le bar Jean Talon, pour une petite partie de cartes improvisées entre amis. Violi, moi je soupçonne qu'il savait peut-être que son heure était venue. Puis, c'était pas un lâche et il décide d'aller dans ce bar. Tout
tout en sachant qu'il est menacé puis qu'il allait être assassiné. Et c'est effectivement ce qui va se passer. En début de soirée, Paolo Violi est attablé au bar Jean Talon, plongé dans une partie de cartes. Il faut savoir qu'il n'y avait plus de micro dans le bar Jean Talon et qui appartenait jadis à Paolo Violi, mais la ligne téléphonique était encore sous écoute. Il y a un homme qui prend le téléphone et qui dit « Porco est qui ?» C'est-à-dire le cochon est ici. À un moment donné, vers 7h30 le soir, est entré un homme masqué avec une carabine. S'est dirigé vers Paolo Violi et lui a tiré un coup de chevrotine derrière l'oreille. Paolo Violi est tombé de sa chaise et est mort sur le coup. Tout de suite après la mise à mort de Paolo Violi, un coup de fil provenant du Reggio Bar est passé à Nicolò Rizzuto au Venezuela. L'homme qui prend la parole lui dit « Le cochon est mort ». Alors, on voit bien la ligne de commandement ici. L'arme utilisée pour assassiner Paolo Violi est une lupara. Dans la tradition mafieuse, c'est une arme qui sert au règlement de compte pour les hommes d'honneur. Pour moi, c'est clairement une signature sicilienne. Le fait que Paolo Violi ait été assassiné avec une lupara, puis en plus, pas n'importe quelle lupara, c'est une Zanzini fabriquée dans une petite place en Sicile avec des munitions siciliennes. C'était les Siciliens prennent le pouvoir à Montréal. Les funérailles de Paolo Violi sont les plus imposantes jamais faites à un mafioso canadien. Une foule dense se presse autour d'une église érigée dans le quartier de la Petite Italie. Un défilé de plus de 35 landaux de fleurs accompagne Paolo Violi à sa dernière demeure au cimetière de la Côte-des-Neiges. La veuve du défunt, Grazia, va crier sa douleur au moment où l'on descend le cercueil dans la fosse. Des frères Violi, il n'en reste plus qu'un, Rocco, et son avenir n'est guère prometteur. Alors que ses proches et ses amis font leurs derniers adieux à Paolo Violi, la police se lance aux trousses de ses assassins. Le conflit entre les clans siciliens et calabrais est loin d'être terminé. Chez les Siciliens, pour des raisons historiques, la famille est très importante. Et si on tue quelqu'un dans cette famille, on a peur de la vendetta. Et la meilleure façon d'empêcher les représailles, c'est d'éliminer tous les hommes de la famille. Paolo Violi, le successeur présumé de Vic Cotroni, le parrain de la mafia de Montréal, est abattu le 22 janvier 1978. Ce Calabrais d'origine était en conflit ouvert avec le membre le plus influent de l'aile sicilienne de la mafia montréalaise, Nicolò Rizzuto. L'exécution de Paolo Violi marque la victoire du clan sicilien sur celui des Calabrais. Quelques semaines avant le drame, la découverte d'une camionnette contenant des armes a permis aux policiers de filer des membres de la mafia soupçonnés de planifier l'attentat contre Paolo Violi. Les enquêteurs ont surveillé certains d'entre eux et sont parvenus à identifier des individus qui auraient trempé de près ou de loin dans l'élimination du caïd. Mais ils ne savent pas qui, exactement, a appuyé sur la gâchette.
Dans les jours suivant le drame, on procède à l'arrestation des 5 suspects, tous des membres du clan sicilien dirigé par Niccolo Rizzuto. Faute de preuves, la police doit relâcher 2 d'entre eux, Vincenzo Randisi et Giuseppe Lopresti. Dans les jours suivant leur arrestation, ils sont traduits devant le coroner chargé de faire la lumière sur toute cette histoire. Mais si le ministère public dispose d'une preuve accumulée grâce à l'écoute électronique et à diverses filatures, elle n'est pas suffisante pour porter des accusations de meurtre. Les policiers vont accuser seulement 3 personnes. Domenico Mano, qui est le beau-frère de Nick Rizzuto. Agostino Cuntrera, qui vient du clan Cuntrera Caruana. Et Giovanni De Mora, qui est le beau-frère de Agostino Cuntrera. La police va les accuser de complot pour meurtre, ce qui peut aboutir à des sentences sévères. Mais la juge qui instruit le procès à la Cour supérieure va souligner de manière curieuse qu'il s'agit là d'immigrants modèles qui participaient tant bien que mal à l'épanouissement de la société. Ce qui, avec le recul, sont des propos un peu étonnants, sachant qu'en fait, c'était des tueurs de la mafia. Au bout du compte, le trio reconnaît sa culpabilité à l'accusation d'avoir conspiré pour assassiner Paolo Violi. Di Mora et Mano sont condamnés à 7 ans de prison, Cuntrera à 5. L'histoire aurait pu se terminer là, mais ce ne fut pas le cas. Le 28 juillet 1980, Rocco Violi, 36 ans, le dernier des frères Violi toujours vivant, est victime d'un assassinat. Chez les Siciliens, pour des raisons historiques, la famille est très importante. Et si on tue quelqu'un dans cette famille, on a peur de la vendetta. Et la meilleure façon d'empêcher les représailles, c'est d'éliminer tous les hommes de la famille. Rocco Violi est dans son appartement sur la rue Rouelle, Saint-Léonard. Et il y a un tueur qui va s'embusquer dans l'immeuble qui est en face, avec une Remington, munie d'une lunette d'approche, et va viser Rocco Violi. La balle va traverser la fenêtre et le tuer d'un seul coup. L'ère Violi est bel et bien révolue. L'exécution de Rocco, comme celle de Paolo et Francesco, ne sont suivies d'aucune représaille. Niccolo Rizzuto et les Siciliens ont désormais les coudées franches. Personne à Montréal ne remet en cause leur autorité. Après l'élimination de Paolo Violi en 1978, les années qui ont suivi, Niccolo Rizzuto et son fils Vito sont rentrés à Montréal. Niccolo Rizzuto, lui, continuait de faire le va-et-vient entre Montréal et le Venezuela, alors que Vito Rizzuto, c'est lui qui a été chargé de réorganiser la mafia à Montréal, mais sous l'autorité du clan sicilien cette fois-là. Étant donné que Vic Cotroni était encore bien vu par la famille Bonanno de New York et qu'il avait le respect de l'ensemble de la mafia, le clan Rizzuto a décidé d'épargner Vic Cotroni jusqu'à sa mort, parce qu'il était malade déjà. Puis il est mort en 84 et c'est là officiellement que le clan sicilien a pris le contrôle à Montréal de la mafia. Selon la police, les Rizzuto ont joué un rôle clé dans l'importation, l'exportation et la distribution de stupéfiants au Canada et dans toute l'Amérique du Nord, le blanchiment de centaines de millions de dollars, le jeu illégal, la fraude, les prêts usuraires et les extorsions de fonds. Le clan des Rizzuto, comme celui des Cotroni Violi avant lui, va toutefois finir par connaître des heures sombres, très sombres. C'est une autre démonstration du vieil adage qui veut que les mafieux aient la mémoire longue.
Au tournant des années 1970, au sein de la mafia montréalaise, un conflit oppose le clan des Calabrais mené par Paolo Violi à celui des Siciliens, dont Niccolo Rizzuto est le leader. Il prend fin en janvier 1978 avec l'assassinat de Violi. Le présumé parrain de la pègre montréalaise, Paolo Violi, a été assassiné hier soir dans son restaurant du nord de Montréal. Au dire de la police montréalaise, les jours de Paolo Violi étaient comptés depuis déjà un certain temps. Dans les heures qui suivent, la police épingle 5 Montréalais d'origine sicilienne qu'elle soupçonne d'avoir trempé dans ce règlement de compte. Faute de preuves, la police doit relâcher 2 d'entre eux, soit Vincenzo Randisi et Giuseppe Lopresti. Les 3 autres prévenus sont accusés de conspiration pour meurtre. Il s'agit d'Agostino Cuntrera, Domenico Mano et Giovanni Di Mora. Ils écopent de 5 à 7 ans de prison. Au fil des ans, Mano et Di Mora feront très peu parler d'eux. Il en sera de même pour Vincenzo Randisi, qu'on n'avait pas pu accuser. Les 2 derniers des 5 suspects arrêtés en 1978, Giuseppe Lopresti et Agostino Cuntrera, vont rester actifs au sein de la mafia montréalaise. Un 6e suspect, Paolo Renda, n'avait pu être arrêté en 1978 car il avait fui Montréal. À son retour, il n'a pas été inquiété car on manquait de preuves contre lui. Il sera très présent auprès des Rizzuto. Lopresti, Cuntrera et Renda vont connaître un triste sort. Giuseppe Lopresti, devenu un ami proche de Vito Rizzuto, le fils de Niccolo, brasse de grosses affaires avant d'être exécuté en avril 1992 dans la plus pure tradition mafieuse. 30 ans après avoir eu un mandat d'arrêt lancé contre lui pour le meurtre de Paolo Violi, Paolo Renda, ce cousin et gendre de Niccolo Rizzuto, disparaît le 20 mai 2010 en plein jour. On ne l'a plus jamais revu depuis. C'est une disparition assez mystérieuse. Une des têtes dirigeantes de la mafia montréalaise, Paolo Renda, est portée disparue. La police croit qu'il a été enlevé. Il fait partie du clan de Niccolo Rizzuto, dont il est le gendre. Sa disparition laisse présager un durcissement dans la guerre des clans mafieux à Montréal. Agostino Cuntrera a écopé de 5 ans d'emprisonnement à la suite de l'assassinat de Paolo Violi. 30 ans plus tard, on le désigne pour prendre la tête du clan sicilien montréalais, car Vito Rizzuto est en prison aux États-Unis. 1 mois après la disparition de Renda, il est assassiné en plein jour. La fusillade qui s'est produite vers les 16 heures, 2 hommes qui ont été abattus. Le premier, un homme de 66 ans qui a reçu une balle à la tête. Selon nos informations, il s'agit de Agostino Cuntrera, le propriétaire du commerce. Et le deuxième, eh bien, ce serait son garde du corps, âgé d'une 40aine d'années. Enfin, Niccolo Rizzuto, l'âme présumée du complot tramé contre Paolo Violi, a été assassiné chez lui le 10 novembre 2010 dans des circonstances étrangement similaires à celles de l'exécution de Rocco Violi. Un tireur embusqué l'a abattu alors qu'il était assis à la table de sa cuisine. Les théories abondent à savoir qui a commandé le meurtre de Niccolo Rizzuto. Une chose est sûre, en éliminant ainsi le parrain, les responsables de ce meurtre ont fait le vide complet autour de son fils Vito, dont l'extradition aux États-Unis en 2006 a créé un vide du pouvoir. Pour bien des observateurs, cette série de meurtres au sein du clan sicilien est bien plus qu'une simple coïncidence. On ne sait pas qui est le grand patron de la mafia à Montréal, mais le fait que les fils de Paolo Violi aient été vus à Montréal 1 semaine avant l'élimination de Niccolo Rizzuto laisse croire que les Calabrais ont joué un grand rôle dans l'élimination du clan. On sait qu'ils sont venus à Montréal peu de temps avant l'assassinat de Nick Rizzuto. Disons qu'on peut croire que ils n'ont pas beaucoup pleuré quand Nick Rizzuto a été assassiné. Finalement, celui qui avait commandé le meurtre de leur père.
C'est une autre démonstration du vieil adage qui veut que les mafieux aient la mémoire longue.